Je me souviens très bien du jour où j'ai vu Roberto Calvi pour la dernière fois. C'était en janvier 1982. Il sortait d'un très long interrogatoire de la commission parlementaire. Les journalistes, les parlementaires, tout le monde était parti. Il était tout seul avec son avocat, la place de Montecitorio était déserte. Il avait l'air très seul et dans une passe très difficile. Je suis convaincu que mon père a été assassiné. Nous étions constamment en contact pendant toute cette période. Il était résolu, confiant. Il était en pleine forme et bien décidé à résister aux pressions politiques qu'il subissait et à restructurer la banque. Il était d'une extrême prudence, surtout vers la fin de sa vie. Il ne se déplaçait qu'avec un garde du corps et en voiture blindée. Ça n'avait rien d'extraordinaire en Italie à cette époque, à cause du terrorisme et de toutes les histoires d'enlèvement. Mais chez Calvi, ça prenait des proportions extraordinaires. Je suis allé le voir un jour à la banque. Son bureau était au dernier étage. Il fallait prendre un ascenseur à 3 serrures. On ne pouvait en sortir qu'une fois qu'elles étaient ouvertes toutes les 3. Ensuite, on passait dans un autre ascenseur avec d'autres serrures. Et là, quelqu'un descendait vous chercher. Je crois qu'il craignait vraiment beaucoup pour sa sécurité. Francesco Pazienza appartient au service secret. Calvi se confie à lui car il semble avoir de bons contacts dans les milieux politiques. Pazienza se fera grassement payer pour cela, tout comme son successeur direct dans le rôle de protecteur et d'intermédiaire, l'homme d'affaires sarde Flavio Carboni. Carboni, un homme qui a des relations chez les cardinaux, les politiciens de haut vol et les huiles de la mafia. Dans les derniers temps, Roberto Calvi s'est appuyé sur un type particulier d'homme d'affaires. D'abord sur Pazienza, puis après l'été 1980, sur Flavio Carboni. Ce sont des hommes qui font des affaires un peu louches, avec un pied dans le monde du crime. Carboni faisait le lien entre le monde politique et celui du crime organisé. Il permettait de transmettre les ordres sans jamais s'exposer. C'était un agent de liaison permettant aux autres d'éviter les contacts directs. Ecco, Roberto Calvi l'ho conosciuto perché mi è stato presentato. Roberto Calvi m'a été présenté par un certain Francesco Pazienza, que je connaissais déjà bien sûr puisqu'il était venu sur mon bateau en Sardaigne. In Sardegna, a bordo della mia barca. Bateau de plaisance, résidence de luxe aux plus belles adresses du pays, le genre de décor dans lequel Pazienza et Carboni évoluaient comme des poissons dans l'eau. Ce n'étaient pas des philanthropes. Tout d'abord, ils ont été payés royalement pour leur service. Pour son seul compte, Carboni a reçu près de 20 millions de dollars de Calvi. D'autre part, ils étaient aussi chargés de garder un œil sur Calvi. En effet, Calvi n'était plus le même depuis le procès. Il n'avait plus de passeport, parlait trop et avait des accès de panique. À Washington et à Rome, certains s'angoissent. Calvi tiendra-t-il sa langue? Et que faire si jamais il parlait? J'ai été amené à fréquenter un peu Flavio Carboni, après ce qui s'est passé. Franchement, il m'a donné l'impression d'être un peu dérangé. On sait de quel monde il vient. C'est un sarde en cheville avec la mafia. C'est un homme d'affaires qui trempait dans des combines plutôt louches. Un peu dans les affaires, un peu dans la politique. C'est très italien comme façon de faire. Carboni pouvait vous ouvrir pas mal de portes et Calvi s'est tourné vers lui dans les derniers mois de sa vie. Il est certain que s'est créée une situation où le Vatican lui a complètement retiré sa protection. Je ne veux pas croire que le Vatican soit pour quelque chose dans la mort de Calvi, mais les faits sont là. Le Vatican a cessé de protéger ce banquier et tout de suite après, il a obtenu un laissez-passer. À mon avis, un document de ce type émane des services secrets.
Calvi voleva andare all'estero perché all'estero aveva le sue maggiori attività. Calvi voulait aller à l'étranger parce que c'est là qu'il avait ses connaissances les plus utiles. Les banquiers et les gens qui pouvaient lui faire crédit étaient tous hors d'Italie. Il ne pouvait pas les rejoindre clandestinement, comme il le disait lui-même. Il attendait qu'on lui accorde un passeport. À Londres, le groupe de Carboni avait une sorte d'antenne criminelle qui pouvait tout à fait se charger d'organiser l'assassinat. La fuite de Calvi hors d'Italie est organisée par Flavio Carboni. Il fournit de faux papiers à Calvi, qui n'a plus de passeport depuis sa condamnation. Un contrebandier fait traverser la Yougoslavie à Calvi jusqu'à Klagenfurt en Autriche. À l'origine, Calvi avait prévu de passer ensuite en Suisse. Il devait absolument accéder à des coffres en Suisse où plusieurs centaines de millions de dollars l'attendaient, assez pour renflouer la banque. Pendant le voyage, il avait toujours sur lui un attaché-caisse plein de documents secrets, des papiers attestant des activités du Vatican à l'Est, de la dynamite politique. La veille de son départ, ou 2 jours avant, il était extrêmement préoccupé. Il disait qu'on parlait du procès qu'il avait payé. Les rumeurs qui circulaient le préoccupaient. Mais il ne parlait pas de s'enfuir, j'insiste là-dessus. Il voulait juste faire l'aller-retour. Il avait cette idée en tête depuis plusieurs mois déjà. Mon père avait rendez-vous avec ma sœur à Zurich. Mais à la fin de la semaine qui a suivi son départ, il a changé d'idée. Parce que sa sortie d'Italie avait été rendue publique par l'avocat Gregorio Moscato. Il a changé son programme. Il s'est rendu en voiture jusqu'à la frontière entre la Suisse et l'Autriche, puis il a décidé de ne pas aller en Suisse. Le groupe Carboni l'a convaincu de se rendre à Londres. Tout se joue dans les dernières heures de la vie de Calvi. Flavio Carboni l'emmène à Londres et puis le laisse tout seul. Il quitte la scène, on ne les voit plus ensemble. Les assassins sont là, prêts à passer à l'action. Ils sont en relation avec la pègre romaine et la bande de la Magliana. Dernière étape de cette fuite, le vol Innsbruck-Londres. Calvi, qui n'avait en fait aucune envie d'aller à Londres, n'a pas encore abandonné l'espoir de sauver la banque. À Londres, il espère rencontrer des relations d'affaires, récolter des fonds et calmer ses créanciers. Calvi découvre avec horreur l'hôtel que Carboni lui a réservé. Il est hors de question qu'il y reçoive quiconque. C'est le Chelsea Cloisters, un hôtel-résidence sans réception et sans contrôle d'accès. Détail qui a son importance, comme on le constatera par la suite. Calvi est arrivé à Londres, il s'est rendu à l'hôtel prévu et c'est là que mes ennuis ont commencé. Parce que s'il n'était pas descendu dans cet hôtel-là, je n'aurais pas eu à le rejoindre à Londres. Il m'a donné des scrupules. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu me fais venir à Londres dans un hôtel minable, etc. Je me suis retrouvé piégé.